Bonjour à tous et bienvenue dans Automoto, épisode 15 de la saison 48. Aujourd'hui, nous allons assister à un duel à mort. À ma droite, vous l'avez reconnu, le Peugeot 3008 3D SUV depuis 2016. À ma gauche, le tout nouveau Renault Austral qui veut lui prendre sa place. Alors, d'un côté, nous avons un hybride rechargeable, le Peugeot 3008, et de l'autre, un hybride simple. Alors, quels sont les atouts de ce fameux Renault Austral pour battre le Peugeot 3008? Et tout pourrait se jouer sur cette technologie. Et à la fin de l'émission, il n'en restera qu'un. Ça me fait penser à quelqu'un. Tout de suite, le sommaire. Ce dimanche matin, on vous raconte la Mercedes SLK Roadster Star des années 90 avec son toit en dur. Elle est aujourd'hui un véritable phénomène Youngtimer. On vous emmène vivre le Wasteland Festival, l'événement californien déjanté où les fans du film Mad Max réunissent leurs machines délirantes. On vous fait découvrir le monde merveilleux de Michel Hommel. Amoureux d'automobile, il a réalisé ses rêves en Bretagne avec un musée, un circuit, un championnat du monde. Il a même créé ses propres voitures. Mais d'abord, place au duel entre l'hybride Renault Austral et l'hybride rechargeable Peugeot 3008. Jérôme, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce 3008 en termes de design aura vraiment marqué son époque. Ah bah cette deuxième génération de 3008 a visé juste, hein. Les designers lui ont donné un style carré, musclé, presque de Range Rover. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à un Evoque. Hein. Ouais, exactement, et ça a cartonné, hein. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, ça a un tout petit peu vieilli, mais ça reste encore d'actualité. D'ailleurs, regarde, on en voit plein dans les rues. Hein. Bon, et puis quand on voit le Renault Austral, il y a quand même des airs de famille entre les deux. Hein. Ah bah c'est aussi mon avis. Déjà dans l'allure générale, ce côté bicolore là, tu vois, avec les hauts noirs. Mais même si on regarde les détails, regarde au niveau des capots qui sont carrés, qui débordent sur les ailes qui sont gonflées de la même manière avec cette ligne là au-dessus, cette ligne là. Même chose à l'arrière. Regarde la ligne du 3008, la ligne du Renault, même le décrochement là à l'arrière, tu retrouves le même décrochement là au-dessus de l'aile sur le Renault. Oui, il y a un air de famille, c'est évident. Alors, en termes de design, ça va être difficile de départager ces deux voitures. Mais on va s'intéresser tout de suite à leur mode de propulsion, Jérôme, à ces deux voitures, parce que ce sont deux hybrides, mais deux hybrides qui n'ont absolument rien à voir. Le Peugeot 3008 est le plus ancien, mais c'est lui qui propose le système hybride le plus moderne. C'est un hybride rechargeable. Donc un moteur essence plus un moteur électrique et surtout la possibilité de recharger les batteries avec une prise de courant. Ce qui permet à la voiture de rouler en 100% électrique jusqu'à 56 km annoncé. Le Renault Austral propose lui un système plus classique, une hybridation simple, semblable à ce qui se fait chez Toyota depuis de nombreuses années, sans prise de courant pour recharger. Bon Jérôme, cette prise ici présente, c'est la grosse différence entre nos deux voitures. Ça implique quand même pas mal de choses. Bah, ça implique que pour 3/4 des Français, notre 3008 sera une voiture électrique. Pourtant c'est un hybride rechargeable, non? Oui, mais 3/4 des Français font moins de 40 km par jour. Or, notre 3008, il est annoncé pour 56 km d'autonomie en full électrique. Bon, 56 km, on sait qu'en général, t'es plus aux alentours de 35-40 km. Hein. Oui, donc 3/4 des Français qui font moins de 40 km par jour ne vont rouler qu'en électrique avec cette voiture. Bon, encore faut-il accepter de rouler avec une voiture qui ne fait que 110 chevaux parce que c'est sa puissance en tout électrique. Ouais, t'as raison, il est donné pour 225 chevaux, mais seulement 110 chevaux uniquement sur l'électrique. Mais ça suffit largement pour les déplacements quotidiens. Alors, ce Renault Austral en face, lui, c'est un hybride simple. Ça veut donc dire que le moteur essence fonctionne toujours, c'est ça? Pas tout à fait, c'est plutôt une danse permanente entre l'électrique et l'essence. La voiture s'élance sur l'électrique, ensuite l'essence prend le relais ou s'ajoute à l'électrique. Parfois l'électrique est tout seul, parfois l'essence est tout seul, parfois les deux ensemble. C'est une danse permanente. Mais ça veut dire quand même qu'en termes de consommation, ce Peugeot 3008 consomme moins parce qu'il peut rouler en 100% électrique du coup? Bah, ça dépend du trajet et ça dépend sur quelle distance. Prenons l'exemple d'un conducteur qui prend sa voiture tous les matins pour aller travailler. S'il ne fait que de la ville, il roulera en 100% électrique avec le 3008. La consommation d'essence est nulle, ça lui coûte juste la recharge de sa batterie le soir chez lui, c'est-à-dire 2 € d'électricité pour faire 40 km.
Avec l'Austral, la consommation d'essence s'établit en ville à 5 litres 8 au 100 km, nous l'avons mesuré. Donc, pour faire 40 km à 2 € le litre d'essence, ça coûte 4,64 €. Sur route, là encore, le Peugeot peut se contenter de son moteur électrique. Là, jusqu'à 40 km, il ne va rien consommer, donc il ne coûtera que 2 € au prix de la recharge. Mais au-delà de 40 km, à ce moment-là, les batteries sont vides, donc le Peugeot va fonctionner sur son moteur essence. Et là, sur route, la consommation moyenne s'établit à 8 litres 2 au 100 km. Alors 8 litres 2 au 100 km, c'est assez élevé, mais d'un autre côté, ce Peugeot est plus lourd qu'un Peugeot 3008 normal, puisque c'est un hybride rechargeable. Et comme il est plus lourd, il surconsomme un peu. De son côté, l'Austral consomme en moyenne sur route 7 litres 4 au 100, on l'a vérifié. 7 litres 4, c'est moins que le Peugeot. Et c'est normal parce qu'il est aussi moins lourd, il fait 250 kg de moins que le Peugeot hybride rechargeable. Sur route, le Peugeot coûtera donc moins cher en consommation que le Renault, en dessous de 285 km par jour. Sur autoroute, en revanche, le 3008 peut bien atteindre 135 km/h juste sur l'électrique. Mais cette autonomie en 100% électrique ne sera que de 20 km au maximum. Donc on va se baser uniquement sur la consommation batterie vide, juste sur le moteur essence lors des longs trajets. Et là, le Peugeot engloutit 8 litres et demi au 100 km, alors que le Renault demande 7 litres 9 au 100 km. C'est donc l'Austral qui sera le plus intéressant pour les départs en vacances ou les week-ends. Quand on parle de performance, Jérôme, alors il y a bien sûr les accélérations, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les reprises parce que ça participe vraiment au plaisir, au confort de conduite. Et c'est vrai que quand on avait pris en main cette voiture il y a quelques semaines en Espagne, tu n'avais pas été super convaincu par la boîte de vitesse. Mais non, et pourtant c'est une super boîte. Il y a un trou à l'accélération. Ouais. Mais cette super boîte, on l'avait adorée dans la Clio hybride. Ouais, exact, ouais. Et simplement là, c'est pas le même moteur essence que dans la Clio hybride. Et donc c'est comme si cette super boîte se mariait mal avec ce nouveau moteur. Et en fait, on en a parlé aux gens de chez Renault qui nous ont dit non, c'est pas un problème moteur-boîte, c'est un problème juste logiciel. Ouais, donc c'est un problème d'électronique qu'on peut régler. Donc là, on a la voiture avec le nouveau logiciel promis par les ingénieurs Renault. Alors d'accord, mais est-ce que le problème est réglé? Alors le problème est réglé en dessous de 80-90. Ouais. Il y a un petit trou, mais il y a plus ce temps de réponse sur l'accélération. Il y a encore un petit trou, mais il est infime, ouais. il est acceptable. En revanche, vers 80-90, là, pour le coup, je trouve que le trou existe encore. On a encore ce temps de réponse sur l'accélération. Regarde, là, je suis à 90, j'accélère à fond, go. Seulement maintenant, ça accélère. Ouais. Bon, je crois qu'ils vont continuer à travailler pour que la voiture réponde aussi vers 90 km/h. Bon, Jérôme, il y a un domaine où ce 3008 fait toujours figure de référence, c'est sur ce dynamisme, cette fameuse tenue de route. Et c'est vrai que pour un SUV de sa catégorie, il n'y a sans doute pas mieux. En revanche, sur mon modèle, là, j'ai l'impression de ne pas retrouver les mêmes sensations quand même. Ouais, mais il y a une explication à ça. C'est que ton 3008, c'est la version hybride rechargeable. Et comme tous les hybrides rechargeables, il est lourd. Il fait 350 kg de plus, on l'a dit, 350 kg de plus que les autres 3008 essence normaux. Il fait même 250 kg de plus que mon Austral hybride. Donc oui. Ça donne quoi toi dans l'Austral? Alors moi, l'Austral, il a un secret pour être plus dynamique, c'est les 4 roues directrices. Ouais, ton petit secret à 1800 € l'option, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est une option qui est assez chère. D'autant plus chère que là, quand on conduit de façon rapide, honnêtement, je sens pas vraiment la valeur ajoutée de ces 1800 €. Mais en revanche, quand on descend en dessous de 50 km/h, là, ça devient magique, ces 4 roues directrices. D'ailleurs, regarde ce que ça fait là, sur ce petit rond-point. Alors, on va expliquer ce qui se passe, Jérôme. À moins de 50 km/h, les roues arrière de l'Austral vont tourner à l'inverse des roues avant. Ouais, c'est exactement ça. Là, regarde, sur ce rond-point ultra court, je le prends et là, je tourne à fond. Regarde ça comme je tourne court. Moi, je suis battu là. Bon, mon Jérôme, avec tes 4 roues directrices, je crois que tu es imbattable en termes de maniabilité à faible vitesse en ville. Mais il y a un autre élément qui est important pour ce type de voiture, c'est le confort. Moi, je suis avec l'Austral, c'est pas mal, mais les sièges sont assez fermes. Et alors, je sens un petit peu de fermeté du train arrière. Donc,
c'est pas mal, mais c'est pas une voiture ultra confort non plus. Et toi, dans le 3008? Alors moi je pense que j'ai un avantage, c'est qu'on a des sièges qui sont plus confortables que dans l'Austral. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. On va dire que le 3008 est un chouille plus confortable, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Bon, en termes de design extérieur, ça va être difficile de séparer ces deux voitures. En revanche, Jérôme, à l'intérieur, l'Austral, il va mettre un coup de vieux à toute la concurrence. Attends Jean-Pierre, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 6 ans, quand le 3008 est sorti, cet habitacle avait enthousiasmé tout le monde. Ce côté cockpit, ces deux grands écrans, ce petit volant. C'était il y a 6 ans et en 6 ans, ça a tellement changé les intérieurs de voitures. Regarde-moi ce double écran là, cet écran central un petit peu façon Tesla. Bah, on a changé de millénaire, Jérôme. Ouais, c'est Google Automotive, donc oui, c'est super efficace, c'est super rapide. Il n'y a pas mieux pour l'instant sur le marché. On a vraiment l'impression d'avoir son téléphone sur l'écran. Il y a les applications qui se mettent à jour en temps réel. Il y a la musique, il y a le trafic, il y a tout. Ouais, et en plus de ce système super efficace, ce qu'il y a de mieux, il y a un affichage tête haute qui vient s'ajouter à ça. Il y a les feux Matrix qui viennent s'ajouter à ça. Et on a une conduite semi-autonome aussi qui est plus moderne, plus efficace, là aussi. Bon là, les 6 ans de différence entre les deux voitures, on les sent vraiment. Là, on est d'accord, l'Austral écrase le 3008. Nos deux modèles font grossièrement la même taille, mais en termes d'habitabilité, la Renault a un atout. Sa banquette arrière coulissante. Elle permet d'avoir au choix plus d'espace aux jambes, plus que dans le Peugeot, ou plus d'espace dans le coffre, toujours plus que dans le Peugeot. Bon, dis donc Jérôme, j'ai l'impression que ton vieux lion là, il va avoir un petit peu de mal face à cette Austral. C'est clair que le Renault l'attaque dans tous les domaines, même sur le prix. Alors justement, elles valent combien ces deux voitures? Le Peugeot avec toutes ses options dépasse 53 000 €. Ouais. Le Renault, lui, est à moins de 51 000 € avec les options affichage tête haute, feu Matrix et 4 roues directrices. Alors, ces derniers équipements, le Peugeot 3008 ne peut pas les avoir et pourtant il est plus cher. Pourtant il est plus cher, mais ça s'explique aussi, c'est parce que c'est un hybride rechargeable. Oui. Donc il y a beaucoup plus de batterie. Hybride rechargeable, ça veut dire aussi que ça permet aux 3/4 des Français de rouler quasiment tout le temps en électrique. Ça, à une époque où l'essence est à 2 €, ça compte quand même. Bon, on verra les notes de ces deux voitures dans la deuxième partie de l'émission. On en parle tout à l'heure. Dans l'actu cette semaine, il y a les nouvelles stars, un contrôle technique 2 roues allégé et la renaissance de l'Ancia. Lamborghini a annoncé les caractéristiques de l'Huracan Sterato, sa supercar tout-terrain limitée à 1499 exemplaires. L'italienne et son V10 de 610 chevaux envoyé aux 4 roues est plus large et plus haute qu'une Huracan Evo. Sa vitesse maxi est limitée à 260 km/h. Ça laisse de la marge. De Tomaso, constructeur italien renommé dans les années 70, revient avec la P900. Une hypercar réservée à la piste de 900 kg, animée par un V12 de 900 chevaux qui ne sera pas opérationnel avant 2024. Et pour les impatients, une version avec un V10 de Formule 1 est aussi proposée. Les Audi RS6 et RS7 s'offrent une version performance. Au programme, 30 chevaux et 50 Nm supplémentaires pour un total de 630 chevaux. Elles sont aussi un peu plus légères, moins 8 kg et encore plus chères. Comptez minimum 146 500 € pour la RS6. D'après une note du gouvernement consultée par l'AFP, l'État veut finalement faire passer un contrôle technique version allégée aux 2 roues à partir du mois de juin 2023. Il y aurait, je cite, une mise en œuvre progressive en 2 étapes avec un contrôle visuel, puis un contrôle étoffé impliquant la prise de quelques mesures. D'après l'AFP, le tarif serait inférieur à 50 €. La renaissance annoncée de l'Ancia commence par un nouveau logo et une étude de style très abstraite pour dévoiler les codes du futur design. Car entre 2024 et 2028, l'Ancia présentera 3 nouveaux modèles, une citadine, un SUV et une compacte. Automoto Express, c'est toute la semaine sur les réseaux sociaux pour rester informé au quotidien. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour notre grand duel du jour qui oppose aujourd'hui le Peugeot 3008 dans sa version hybride rechargeable au Renault Austral. C'est un hybride simple. Dans quelques minutes, vous connaîtrez le gagnant de ce grand duel. Mais tout de suite, place à un nouvel épisode de notre série consacrée au phénomène Youngtimer. Nous vous emmenons plus de 20 ans en arrière
pour vous raconter l'histoire du Mercedes SLK, un des roadsters les plus connus des années 90. Reportage signé Nicolas Schumacher. 1996, Johnny et Laetitia se disent oui devant Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac annonce la fin des essais nucléaires français. Et pendant ce temps-là, sur la route, Mercedes dévoile sa toute nouvelle bombe découvrable, la SLK. Et cette SLK, Sportlich Leicht und Kurz, comprenez sportif, léger et compact, arrive sur le marché dans les années 90 pour dépoussiérer l'image de Mercedes qui, il faut le dire, est un peu vieillissante en tant que constructeur de berline. Quand on regarde de près ce roadster, difficile d'imaginer que ce modèle a été lancé en 1996. Design intemporel avec une ligne très équilibrée, le coup de crayon de Michael Mauer est réussi. Un joli pied de nez à la concurrence japonaise et allemande. Mais avant de voir la version finale de ce roadster au Salon de l'Automobile de Turin le 22 avril 1996, on nous fait patienter 2 ans avec 2 concepts. Il faut dire que Mercedes ne voulait pas se planter. La voiture a été présentée dans une première mouture au printemps 1994 et l'année suivante, c'est là où le public a pu découvrir le toit Vario sur une version plus définitive. Et ça, c'était un peu une révolution. Et oui, c'est bien là où Mercedes fait toute la différence par rapport à ses concurrents directs qui, eux, utilisaient encore une capote en toile dans les années 90. C'est ce fameux toit rétractable, une vraie révolution technologique. Si Peugeot inaugure le toit escamotable avec son Eclipse 402 dans les années 30, à la fin du XXe siècle, c'est bien Mercedes qui renoue avec ce mécanisme révolutionnaire. Un toit rigide découpé en 3 parties qui se positionnent judicieusement dans le coffre. Et là, les 5 vérins hydrauliques font le travail en moins de 25 secondes. Votre coupé se transforme en véritable cabriolet. Elle est pas belle la vie? Will be marvelous. Ouais, sur les petites routes, c'est hyper sympa. Alors faut faire attention puisque c'est une propulsion. On est super bien installé. Et puis alors moi j'aime bien, mine de rien, la console centrale, imitation carbone. On est vraiment dans les années 90. Côté moteur, cette version 230 compresseur développe 197 chevaux, un peu juste donc, et pourtant à sa sortie, ils sont nombreux à courir chercher ce futur collector. Imaginez, ce modèle qui s'arrête en 2004 aura pas moins de 311 000 exemplaires. Elle a tellement plu qu'au début, il y avait même une espèce de petite vague spéculative qui s'est créée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'exemplaires produits pour satisfaire la demande. Donc ceux qui ont eu la chance d'avoir un bon de commande et une livraison assez rapide s'amusaient à l'époque à les revendre plus cher que le prix qu'ils l'avaient payé. Parmi les adeptes du SLK, beaucoup de Français. Aujourd'hui encore, c'est l'une des voitures les plus appréciées pour le week-end, même sur les versions restylées, comme celle de Cédric, une édition 2003. Cédric, pourquoi tu as craqué pour la SLK, toi? Son design, cette ligne que je trouve pure, le rappel sur le capot du bosselage sur les 300 SL, c'est pour ça que j'ai craqué quand j'étais encore un adolescent. À sa sortie, ce Roadster Premium n'est pas à la portée de toutes les bourses. Aujourd'hui, il se positionne comme l'un des meilleurs rapports qualité-prix-plaisir. Comparé justement à un Z3 qui coûte 12 000 € aujourd'hui, non, on trouve ces modèles-là, 8 000 €, très bien entretenus, avec une mécanique irréprochable. Oui, c'est un très bon compromis. Et pour les frileux du Roadster, sachez que rouler cheveux au vent ne rime pas avec danger. Regardez, Mercedes a pensé à tout avec ces 2 petits arceaux qui protègent les 2 occupants en cas d'accident. Vous avez des versions qui varient entre 136 chevaux, voire 354 chevaux pour la version 32 AMG. Et ça me donne bien envie de l'essayer. C'est la version la plus puissante, exclusive et recherchée. Cette SLK boostée par AMG fait sensation et devient le concurrent direct des 321 chevaux de la BMW Z3M. Écrase complètement, tu vas voir. Vraiment? Ouais. Ok. Écrase. T'as compris? Ah ouais. Il faut savoir que le 0 à 100, c'est 5 secondes 2. Ah ouais, ça n'a plus rien à voir avec la version d'entrée de gamme, on va dire. Ah ouais. Bah, le compresseur, ça te ramène en gros 150 chevaux en plus. Ah ouais. Pourtant, elle n'a jamais eu le châssis d'une authentique sportive. Tant mieux parce qu'aujourd'hui encore, la plus charmante des SLK n'est pas la plus chère. Comptez environ 10 000 € pour une belle 230 compresseur de première génération. Allez,
Allez, dans moins de 5 minutes, on vous révèle notre grand gagnant de ce duel qui oppose aujourd'hui le Renault Austral. C'est un hybride simple opposé au Peugeot 3008, hybride rechargeable. Mais pour l'instant, Automoto continue avec un nouveau reportage. C'est parti. Direction les États-Unis pour un festival pas comme les autres, inspiré du film Mad Max, un reportage événement d'Olivier Philippe. Au milieu du désert de Mojave, en Californie, la base militaire d'Edwards et ses alentours sont normalement célèbres pour ses histoires d'objets volants non identifiés et autres prototypes militaires ultra secrets. Pourtant, sur ce sol aride, une fois par an, ce sont plutôt des véhicules roulants qu'on a du mal à identifier. Autant d'ailleurs que leurs occupants visiblement venus d'un autre monde. Un monde tout droit sorti de Mad Max, mais ce n'est pas du cinéma. Juste un rassemblement de fans du film et de son univers. Tous ces véhicules appartiennent à des particuliers qui viennent recréer ce monde post-apocalyptique au milieu de nulle part. Bienvenue à Westland, une ville éphémère construite de toutes pièces comme un immense camp de boy scouts. Ok, des scouts un peu déjantés et amateurs de grosses cylindrées rouillées. Pour être autorisé à rentrer dans ce monde post-apocalyptique, il va falloir changer de véhicule et même de tenue. La presse n'a pas de dérogation. Pour la voiture, je pense qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Pour la tenue, bon, ça va aller. Et oui, pas question de casser l'ambiance complètement immersive qui fait le succès grandissant de ce rassemblement lancé il y a une douzaine d'années par des amoureux du film. La saga dépeint un monde en manque de pétrole, livré à des délinquants de la route à l'affût de la moindre goutte de super sans-plomb. Des garçons un peu énervés par la situation, shootés à la nitroglycérine et très imaginatifs concernant leurs moyens de locomotion. C'est ce côté très créatif qui a surtout inspiré l'organisateur et séduit près de 4500 participants cette année. Les gens, quand ils ont peur de la fin du monde, ils ont besoin de créer. Regardez, dans les années 50, on avait peur des bombes nucléaires. Alors on a commencé à faire des films hollywoodiens sur des extraterrestres qui débarquent. En ce début du 21e siècle, on a la récession, la pandémie, des guerres. On a encore besoin de s'évader et de transcender nos peurs d'une fin du monde. Mais pas d'erreur, hein. Ici, on joue la version fun. C'est sûr que les guerriers de l'apocalypse croisés ici ne sont pas très effrayants. Les armes sont factices, les combats se font entre robots à roulettes, on ne manque pas d'essence, ni d'autres carburants d'ailleurs, on s'amuse, on chante, on conduit, c'est un peu Mad Max au pays de Candy. Tout ce qui roule a sa place ici, même ce qui normalement ne roule pas d'ailleurs. Le jeu préféré des survivants du néant étant bien sûr de tenter de reconnaître là ou les véhicules à l'origine de ces mutants. Je crois reconnaître la portière, elle est unique. C'est génial, ça fait revivre des voitures façon zombie, graisseuses, rouillées, j'adore ça. Et finalement, ressusciter des vieilles bagnoles, eh bien c'est un petit peu du recyclage. Ce qui est génial ici, c'est que les gens sont hyper créatifs. Ils prennent un truc cassé, trouvé dans une poubelle, et ils réinventent autre chose avec. La plupart des gens ne sont pas habitués à ça, et ils risquent d'être perdus si l'apocalypse survient. Ah, c'est vrai qu'on s'est un petit peu embourgeoisé, on n'est pas tous prêts à rouler dans un tas de ferrailles rouillées, voire criblées de balles, ce qui est très tendance ici. On n'a pas tiré dessus nous-mêmes, hein. C'est comme ça qu'on l'a trouvé, pas loin, sous une dune. Regardez, il y a encore du sable. Si on l'avait refaite, elle vaudrait 65 à 70 000 $ cette voiture. Oui, mais à quoi servirait une Pontiac restaurée dans le monde post-apocalyptique ? Alors qu'une mobilette Caterpillar pour arpenter les dunes et chasser le lézard, un buggy supersonique propulsé par une turbine de jet ou un char pour gladiateur des temps modernes, voilà qui paraît déjà plus utile. Le plus étonnant, c'est que la plupart de ces véhicules très transformés donc ont l'autorisation de rouler sur la route ici en Californie. Les pare-chocs, c'est pour pousser les autres sur la route et les épines à l'arrière, c'est pour n'avoir personne sur le dos. Je roule tous les jours comme ça en ville. Ça, c'est une Nissan Sentra. La carrosserie a été retirée et remplacée par cette cage. Mais bon, pour les autorités, techniquement, aucun problème. Ça reste une Nissan Sentra. C'est ma voiture du dimanche. Voilà qui va faire rêver tous ceux qui, en France, ont été recalés un contrôle technique pour un clignotant défaillant. Car non, les autorités de Californie ne sont pas très regardantes sur les modifications de carrosserie, du moment que vous avez un pare-brise et des rétroviseurs en bon état.
Maintenant, si vous empalez un piéton avec ce pare-choc trop cool, c'est une autre histoire du côté des assurances. Non, la seule amende que risquent ces pirates de la route, c'est si leur moteur pollue. La Californie ne rigole pas avec ça. Et justement ici, on carbure largement et goulûment aux bonnes vieilles énergies fossiles. Voici les seuls véhicules électriques repérés à Westland. Ah, on est loin, bien loin du futur automobile high-tech que l'on développe à moins de 3 heures d'ici, dans la Silicon Valley. Un futur certainement plus sûr, au design plus épuré, mais définitivement moins fun que celui proposé par cette poignée d'humains un peu déjantés. Avec des tarifs de l'essence qui tournent autour des 2 €, les hybrides sont de plus en plus recherchés. Et ça tombe bien, aujourd'hui on en a 2 dans l'émission qui s'affrontent. Le Renault Austral, qui est une hybride simple, est opposé au Peugeot 3008 dans sa version hybride rechargeable. On en a parlé tout au long de l'émission. Ça y est, le moment est arrivé. Jérôme Chon nous a rejoint pour désigner le grand vainqueur de notre duel. 4 critères, prix, vie à bord, conduite, équipement et une note sur 20 pour chacune de ces 2 voitures qui va donc les départager. Jérôme, on commence avec les prix, forcément. Alors, notre Renault Austral iconique Esprit Alpine hybride coûte, avec ses quelques options, 50 650 €. Jolie somme, hein? Jolie somme, mais notre Peugeot 3008 GT hybride rechargeable coûte, lui, avec ses quelques options, 53 150 €. Mais ça, c'est parce qu'il y a une promo chez Peugeot. Normalement, on est à plus de 56 000 €. D'accord, Jérôme, mais d'un autre côté, on sait qu'en général, les voitures hybrides rechargeables sont toujours un peu plus chères que les autres. Hein. Oui, mais de combien? Si on ajoutait toutes les options qu'on a sur le Renault sur le Peugeot, on aurait 9 à 10 000 € d'écart. Le Peugeot serait 9 à 10 000 € plus cher. Alors c'est cher, mais évidemment, tu peux dire que tu vas faire des économies d'essence parce que tu peux rouler en 100% électrique, mais là, c'est vraiment trop, on est d'accord. C'est vraiment trop cher, donc je vais mettre 4 étoiles en prix sur le Renault et seulement 2 étoiles et demie sur le 3008 qui est vraiment hors de prix aujourd'hui. Oui. La vie à bord? La vie à bord, moi j'ai toujours adoré cet habitacle cockpit, petit volant, excellent siège du Peugeot. Oui, mais banquette arrière magique sur l'Austral. Hein. Banquette arrière coulissante, ce qui permet d'avoir plus d'espace aux jambes à l'arrière que dans le Peugeot, ou plus d'espace dans le coffre, au choix, hein, et là encore, plus d'espace que dans le Peugeot. Donc je vais mettre 4 étoiles et demie pour la vie à bord du Renault, et 4 étoiles pour le Peugeot quand même, parce que j'adore cet intérieur cockpit. La conduite, Jérôme? La conduite, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Confort, tenue de route, les différences sont très ténues. Oui, mais on a les 4 roues directrices sur l'Austral et ça, à faible vitesse, c'est top. Hein. Ah, c'est top, c'est même magique en ville. Donc 4 étoiles et demie pour la conduite pour le Renault, 4 étoiles pour le Peugeot. Les équipements? Alors, les équipements, il y a tout. Sur le Renault, il y a les feux Matrix, il y a l'affichage tête haute, il y a les 4 roues directrices, il y a le meilleur GPS multimédia du marché, il y a la banquette arrière coulissante. On a compris, 5 étoiles donc? 5 étoiles. Et tout ce que je viens de citer sur le Peugeot, il n'y a rien. Voilà, tous les équipements que je viens de citer, on ne peut pas les avoir sur le Peugeot. Donc 5 étoiles sur le Renault et 3 étoiles sur le Peugeot. Ce qui nous donne un total de 18 sur 20 pour l'Austral et 13,5 sur 20 pour le Peugeot 3008. Qui accuse peut-être le poids des années, hein, c'est ça un peu l'idée, Jérôme? Oui, c'est ça. Après, si on veut absolument un hybride rechargeable, le Peugeot reste intéressant. Ouais. Mais attention, l'hybride rechargeable arrivera sur l'Austral en 2024. Donc là, le Peugeot, pour moi, n'aura plus d'argument. Bon, en tout cas, sacrée voiture l'Austral, parce que 18 sur 20, c'est une jolie note. Hein. Exactement. Jérôme, merci beaucoup. Allez, tout de suite, place au grand format de la semaine et nous allons partir à la rencontre d'un homme qui a dédié sa vie à la voiture. Il a été patron de presse, il a construit un musée, un circuit dans une ville complètement dédiée à la passion automobile. Il a même été constructeur de voitures. Son nom, Michel Hommel, un vrai Gaulois qui respire tellement l'amour de la bagnole. C'est un reportage signé Nicolas Schumacher avec Mathieu Lamour. Les belles histoires automobiles débutent souvent par des histoires d'hommes, comme celle de Michel Hommel, lorrain tombé sous le charme de Loéac, petite commune de Bretagne qu'il a métamorphosée. Construction d'un musée avec 500 véhicules, de circuits devenus référence mondiale du rallycross, en passant par la brocante annuelle et la création de sa propre marque, bienvenue à Loéac, le village des irréductibles passionnés d'automobile. En 85, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. J'avais juste l'ambition de réunir mes voitures de collection dans un bel endroit. Et je suis tombé sur cette vieille ferme. Et donc, j'étais dérangé, entre guillemets, le dimanche matin. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait voir les voitures. Donc, au bout de 6 mois, j'ai dû
décidé de créer un musée avec une billetterie, avec une organisation de musée. Et comme je suis un peu excessif, voilà où on en est arrivé. Dans ce musée unique en France, 15 000 mètres carrés sont consacrés à la passion automobile. De la salle des Formule 1 à celle dédiée aux Ferrari et Lamborghini, ou encore cet étage dédié à des scènes de vie et aux miniatures, cette collection regroupe tous les fleurons de l'industrie automobile, nautique et aéronautique. Et le manoir de l'automobile, ce sont aussi toutes ces voitures remises dans leur contexte de l'époque, dans des mises en scène extraordinaires qui vont chercher jusqu'au moindre détail tous les objets de l'époque. Regardez à l'instar de ce vieux garage avec cette 4 chevaux, la dame qui est derrière en train de facturer. Pour réussir à rassembler autant de pépites, Michel Hommel a pu compter sur son meilleur ami, Olivier Quesnel, et leurs innombrables succès dans l'édition avec au compteur 110 magazines spécialisés. Donc Olivier, en 1984, c'est ça, tu prends la direction du groupe de presse de Michel. Michel, oui. En gros, on faisait tourner 24 magazines. Et puis, très rapidement, on a eu l'idée, en fait, d'avoir la collection des groupes B. Et de fil en aiguille, une collection de 8 voitures est devenue une collection de 400 voitures. Ce qui reflète bien le côté un peu... éclectique de Michel Hommel. Ouais. Aujourd'hui, Michel Hommel vit entre Paris et Loéac, mais reste très attaché à sa terre de cœur. Alors, quand il est de passage avec sa femme, il n'hésite pas à sortir l'imposante Cadillac de parade pour prendre des nouvelles des habitants. Bonjour Louis. Salut Michel. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, Thérèse, ça va? On venait te retenir 3. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. On parmi nous. 4 places. Pour ce midi? T'es pas trop chargé, on pourra manger vite. Comme d'habitude, Michel, tu sais bien. Bon, mais c'est bien. Un accueil chaleureux pour l'homme le plus populaire de Loéac depuis son arrivée en 1973. Hôtel, restaurant, commerce, grâce à ses activités automobiles, Michel Hommel a réussi le pari de transformer Loéac en un village dynamique. Épicerie, bar. Et la boucherie, Michel, la boucherie. Tu as été bouché, il a été bouché. Pour sauver la boucherie, j'ai dû en créer une. Ah oui? Donc j'ai été boucher pendant 5 ans. D'accord. On arrive ici chez Pascal, relais des arcandiers. Oui. La définition de l'arcandier, vous savez ce que c'est dans le dictionnaire? Non. C'est être utile à ne rien faire. Ne rien faire, Michel Hommel en est incapable. En 1976, il décide d'organiser en plein cœur du village une brocante géante autour de l'automobile. Un événement qui est devenu aujourd'hui une référence pour des milliers de chineurs et permet à Loéac d'être le temps d'un week-end le plus grand commerce vintage éphémère de France à ciel ouvert. Y a quelqu'un? Du pain béni pour cette boutique ouverte toute l'année. Impeccable. Une ville comme Loéac, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la Mecque. Moi qui ai toujours aimé l'automobile, forcément, Michel Hommel, pour moi, c'était un dieu. Donc, j'ai atterri ici par chance, on va dire. Et comme à chaque coin de rue, Michel Hommel a aussi écrit un bout de son histoire dans l'arrière-boutique de Xavier. Je te suis. Alors, ici, avant... Dans cette pièce? Dans cette pièce, exactement, c'était un bar. Et dans le coin ici, ça s'est décidé le premier rallycross. Michel Hommel, avec le comité des fêtes... 76. 76. Boit un coup de blanc, modérément. Et à partir d'un moment, en discussion, Michel dit je reviens d'Angleterre, j'ai vu une course en Angleterre qui s'appelle le rallycross. Pourquoi on ne la fait pas ici? Et l'histoire fait qu'après... L'histoire a commencé ici. Depuis sa création en 1976, le rallycross est l'événement sportif qui a rendu Loéac célèbre. 80 000 spectateurs le temps d'un week-end viennent admirer des pilotes de renom se bagarrer sur ce circuit mixte, terre et asphalte. Une vraie fierté pour les locaux et une épreuve incontournable en Europe tenue depuis plus de 20 ans par Patrick Jourdain. Loéac résonne vraiment au son du rallycross. Oui, parce que ce sont des courses spectaculaires parce que courtes, mais c'est aussi une atmosphère de fête qui dure 3-4 jours avec une tradition de venir à Loéac. Le plus beau compliment qu'on nous ait fait, c'est un petit Le Mans en termes d'ambiance. Donc quelque part, la fierté qu'on a eue de monter un événement depuis aussi longtemps, avec autant de public, de devenir numéro 1 mondial dans le cadre du championnat du monde de manière incontestable, quelle fierté pour toute l'équipe. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le 3e événement en termes de nombre de spectateurs qui se déplacent après les 24 heures du Mans et le Grand Prix de France quand même. Tout le monde vient ici à Loéac. Les plus grands pilotes sont venus à Loéac. On est dans une voiture championne de France
en 79. Et pas avec n'importe qui, avec monsieur Jean-Pierre Beltoise. En 79, ici, dans cette voiture, il devient champion de France. C'est quand même pour dire que toutes les plus grandes gloires de l'automobile sont passées ici à Loyac. Tout à fait, c'est vraiment la marque de fabrique de cette épreuve qui est devenue mythique. Avec le rallycross, Michel Hommel devient un des hommes les plus influents du sport automobile français et se lance un défi encore plus fou, construire sa propre voiture de sport pour la route. En 1994, tu décides de créer ta propre marque automobile. Donc tu lances Automobile Michel Hommel. Et on va aller plus loin, on va faire participer les lecteurs d'échappement. Pendant 2 ans, on a fait un questionnaire régulier, tous les mois. On posait des questions techniques, on demandait aux lecteurs ce qu'ils voulaient comme voiture. C'est-à-dire qu'on avait inventé une voiture qui était faite pour le grand tourisme, donc se faire plaisir sur les routes françaises, et pour faire de la compétition. Il n'y avait pas besoin de préparer la voiture. Ça faisait faire une économie importante pour les passionnés qui voulaient courir. Au total, 300 exemplaires sortiront de l'usine située en plein cœur du village. D'abord des berlinettes, puis cette barquette aujourd'hui très prisée sur le marché de la collection. C'est extraordinaire cette sensation de rouler sur le circuit qui a vu naître cette petite bombe. Je dis une petite bombe parce qu'elle ne pèse que 940 kg. Elle est animée par le moteur de la Peugeot 306 S16, un peu plus de 150 chevaux, 210 km/h en vitesse de pointe, et puis aucune assistance. C'est une aventure de 10 ans. Évidemment, c'est le rêve de tous les enfants passionnés d'automobile qui ont vraiment 4 roues dans la tête, de pouvoir créer un jour leur propre marque, leur propre modèle, celui que l'on dessine sur des feuilles blanches. Eh bien, Michel Hommel l'a fait. À 78 ans, l'homme a encore des rêves plein la tête et de grandes ambitions pour son musée. Il nous suffira simplement d'ouvrir la porte de ce hangar désaffecté pour nous en convaincre. Oh, mais c'est génial! Une Mitsubishi Colt S800 et tout. Safran biturbo. Oh, 505 GTI. Et une bonne Fuego. Toutes ces voitures roulent, bien sûr. Bien sûr. De quoi faire durer encore l'histoire extraordinaire de Loyac. Allez, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Téléfoot, Thomas Mekich et l'équipe de France. On se retrouve la semaine prochaine dans Automoto. Portez-vous bien. Ciao.